Bonsoir Julien Clerc. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir Merci. ce soir. Vous qui avez connu Oui. Robert Badinter et composé une chanson sur la peine de mort avant son abolition. En voici un extrait. Messieurs les assassins commence, oui, mais la société recommence. Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore, c'en est encore. Extrait de L'assassin assassiné, dont on va reparler bien sûr. Mais d'abord, Julien Clerc, dites-nous ce que vous avez ressenti hier en apprenant la mort de Robert Badinter. Eh bien, évidemment, je ne le connaissais pas intimement et je l'avais croisé quelques fois dans ma vie. Eh ben, c'est comme à chaque fois, quand quelqu'un d'important pour la société française disparaît, c'est une grande perte pour notre pays. On a entendu il y a un instant l'extrait de votre chanson sortie en 1980, L'assassin assassiné, chanson que vous avez composée, chanson intimement liée à cette rencontre. Oui, parce Vous que avez fait j'avais avec Robert été... Badinter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter cette En rencontre fait, j'avais marquante? été le voir pour, invité par un journal, le journal de France 2, pour ne rien vous cacher à l'époque, et pour aller donc assister à un procès de peine de mort. Et donc, avec la fameuse plaidoirie de Robert Badinter, c'était un procès tout à fait exemplaire, car c'était le procès d'un récidiviste. Norbert Garceau, Norbert Garceau. condamné une première fois à mort avant que sa sentence ne soit finalement révisée en 1980. C'est-à-dire qu'il avait fait de la prison, il avait fait un certain temps de prison, il était sorti, il avait été libéré par le juge de l'application des peines qui, le jour du... Et puis il avait retué, et le juge de l'application des peines était ce jour-là président des débats dans le palais de justice de Toulouse, où il était jugé une troisième fois, en fait, parce qu'il avait été jugé quelques semaines avant ailleurs, et puis on estimait qu'il y avait une faute et il était rejugé une troisième fois, et là, c'était ce monsieur qui était son juge de l'application des peines, qu'il avait donc libéré, qui a présidé les débats. Et Donc, grâce à Robert très violent. Badinter, son avocat, l'avocat de Norbert Garceau, a évité une nouvelle condamnation à mort qui s'est transformée en perpétuité. Il avait deux avocats, et le premier avait plaidé très longtemps, je me souviens, et on m'avait dit après, Badinter m'avait dit, avant que Badinter ne plaide, quand il s'était rassis à côté de lui, il avait dit, il était un monsieur du Sud-Ouest, il avait dit, pour l'exécution, c'est vous qui irez, vous êtes plus près. Vous serez plus près que moi. Parce que c'était à Paris. Donc, là, il avait fait cette fameuse plaidoirie, dont on a vu une idée déjà si on avait lu... Vous étiez là, hein. Vous étiez là au moment de cette plaidoirie. Ah ben oui. Oui. C'est pour ça que je vous dis, il y avait une très grande tension dans cette salle, parce que il y avait non seulement le cas de ce type-là, de Norbert Garceau, mais il y avait aussi d'abord la famille de cette pauvre jeune femme. C'était épouvantable, parce qu'ils étaient abattus par le chagrin, ces gens. Et elle était grande, cette jeune femme qu'il avait tuée. Alors les parents étaient grands aussi, c'était terrible. Et puis vous aviez aussi... À cette époque, il y avait une affaire très célèbre qui s'appelait les caissières de Béziers, qui avait été tuées par un type qui était une espèce de tueur en série. Vous aviez les maris des caissières de Béziers qui faisaient le tour de tous les prétoires où il y avait un procès de peine de mort pour venir faire pression sur les jurés, pour assister au débat. Il y avait une ambiance survoltée, y compris dans la salle d'audience et autour. Et même, il y avait des gens le président avait laissé faire, à mon avis exprès, quand il y avait trop de monde dans la salle, il y avait des gens qui étaient assis sur le banc des accusés aussi, à quelques mètres de Garceau. Donc c'était une ambiance survoltée et très violente. Moi, j'avais jamais assisté à un procès de ma vie, je crois. Et là, j'étais plongé vraiment... 40 ans plus tard, vous restez marqué par ce... Ah oui, ça a été un souvenir qui m'a marqué toute ma vie. Et puis surtout... Alors c'est une chance pour moi de l'avoir vu plaider, parce que c'était quand même, avant d'être un grand ministre, ça a été un grand avocat. Et il se mettait dans un état d'ailleurs
c'était très étonnant à le voir, parce que on sentait que là, il y avait une question vraiment de vie ou de mort, c'est le cas de le dire. Et je me souviens, la barre des témoins, il avait dû remarquer ça pendant, ou en s'appuyant dessus, la barre des témoins était un peu décellée. Ce qui fait que quand on la secouait, ça faisait ça. Et il y avait un moment de la plaidoirie où il parlait justement de l'exécution à laquelle il avait assisté, à l'exécution de Bontemps, hein, où là, il n'avait pas pu sauver sa tête. Et quand il parlait de l'exécution et de la guillotine qui tombait, il s'accrochait à la barre des témoins. Je me souviens, ça m'avait marqué. Ça. Vous avez gardé en mémoire la force des gestes et la force des mots employés par Robert Badinter dans cette plaidoirie fondatrice. Oui, et improvisé. Aussi, il faut le savoir, il faut savoir qu'il mettait sa famille à l'abri quand il y avait un procès comme ça qui quittait Paris, et lui, il était exfiltré au moment quand on donnait le résultat des délibérations, quand on donnait la peine, il sortait par une petite porte, et on était rentré de Toulouse en train de nuit. Et là, je l'avais retrouvé dans le train de nuit au retour, il avait dit, au retour... De plus en plus, ces procès, il y a une tension qui est de plus en plus insupportable. Il faut absolument arriver à l'abolition, parce que sinon, un jour, il va y avoir des trucs terribles qui vont se passer dans ces procès. Restez avec nous, bien sûr, Julien Clerc, parce que nous sommes en direct avec Maître Georges Catala. Bonsoir, Maître. Merci de nous avoir rejoints. Vous qui aviez plaidé en mars 1980 aux côtés de Robert Badinter contre la peine de mort demandée contre Norbert Garceau. Vous aussi, j'imagine que vous avez un souvenir tout à fait précis de ces heures, de ces jours historiques, d'une certaine manière. Oui, Julien Clerc m'aide à me remémorer ces 4 ou 5 jours qui ont été terribles pour tout le monde, et notamment pour Robert Badinter. Dehors, c'était l'orage. À l'intérieur, ça sentait la mort. Et nous avions en face de nous, comme l'a dit Julien Clerc, des gens qui étaient légitimés à être non pas dans la vengeance, mais dans la colère, car celui qui était seul contre tous, c'est-à-dire Garceau, était un homme qui, évidemment, risquait sa tête à cause de pas mal de crimes qui avaient été commis. Alors, ce vent mauvais qui soufflait, comment l'endiguer ? On y tentait, nous, avec notre petite expérience, et puis Badinter s'est levé. Alors, il a compris, à mon avis, que la plaidoirie ne suffirait pas. Il a compris qu'il fallait prononcer des mots courts, incisifs, des phrases qui faisaient mal et qui frappaient l'entendement humain. Et Badinter, c'est mon souvenir, s'est mis à boxer. Il l'a fait dans le respect absolu des victimes, car ceci était sacré, mais il l'a fait également dans un souci de se battre contre tous, l'avocat général qui avait été terrible, les gens qui grimaçaient de vindicte, et un homme seul derrière lui qui ne méritait pas la mort. C'était la conviction de Badinter, et il a fait partager à tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez de certaines de ces phrases dont vous parlez ce soir, au cœur de la plaidoirie de Maître Badinter? C'est-à-dire que Badinter a continué une lutte qui existait déjà auparavant. Il y avait un avocat célèbre qui s'appelait Alberno qui proclamait l'idée que tuer légalement dans le cadre de la peine de mort, c'était de faire nous tous des assassins. Et Badinter a proclamé l'idée qu'on ne pouvait pas être des assassins, qu'on ne pouvait pas se substituer au comportement atroce de l'assassin en prononçant des peines irréversibles. Il a dit qu'on ne pouvait pas, bien entendu, couper un homme en deux, que nous n'en avions pas le droit, ni devant le ciel, ni devant la terre, ni devant la justice. Julien Clerc, il faut rappeler qu'à l'époque, une large majorité de Français était favorable à la peine de mort, ce qui explique cette ambiance violente, survoltée dans et autour du palais de justice. Je crois que c'était plus de 70% à l'époque. Et alors, de tout cela, vous avez parlé avec Robert Badinter dans un train de nuit, après avoir assisté à ce procès. Ça ne s'arrête pas là. Parce que derrière, il y a l'assassin assassiné que vous composez
avec, Avec Jean-Loup Dabadi, le parolier de quelques-unes de vos plus belles chansons. Comment naît, pouvez-vous nous... On a parlé de ça, et puis, je ne sais plus exactement comment... Est-ce que c'est lui qui m'a dit... peut-être on devrait faire une chanson là-dessus. Je ne sais plus très bien. Il vous a senti peut-être marqué par ce que vous veniez de vivre. Oui. Ah oui, beaucoup, oui. Et donc là, Jean-Loup a écrit ça parce que je crois avoir écrit la musique sur les paroles. Parce que c'est un peu comme une petite pièce, ces paroles. Donc il fallait que la musique ait, autant que je me souvienne, c'était comme on raconte une petite histoire. Donc il plantait le décor du poète qui est chez lui, là, et qui est au piano, avec sa femme pas loin, la lumière le soir, etc. Une forme de douceur qui contraste singulièrement avec l'horreur. Et après, tout d'un coup, il passait de la maison du compositeur, évidemment, à la prison, et il décrivait exactement un petit peu ce que décrivait Badinter en début de plaidoirie, n'est-ce pas? C'était le livre, dans ce livre qui s'appelle L'exécution, qu'il a écrit à la suite de l'affaire Bontemps, dont il a pu faire Bontemps, dont il n'a pas pu sauver la tête. Là, il n'a pas sauvé la tête de Bontemps, mais il commençait, autant que je me souvienne, sa plaidoirie en rappelant l'exécution de Bontemps. C'est comme ça que commençait la plaidoirie. Sur un ton d'ailleurs très très bas. Je veux dire... Comme dans votre chanson. Hein. Le début, comme dans votre chanson. Un peu. Même tempo, si je puis dire, dans votre chanson. On invite tous ceux qui nous regardent, si ce n'est pas déjà fait, à l'écouter. L'assassin assassiné, une chanson que vous avez vécue, ou pas, vous allez nous le dire, comme votre plaidoirie à vous, comme une forme d'engagement pour l'abolition de la peine de mort? Oui, c'était un engagement, c'est sûr. C'est un engagement qu'il faut renouveler tout le temps, hein, dans un débat avec soi-même. Moi, j'y pense encore toujours, parce que les exemples qui nous feraient dévier dans une société de plus en plus violente sont très nombreux. Mais c'est jamais acquis? Pardon? C'est jamais acquis, en quelque sorte? C'est jamais acquis, puisqu'il y a encore régulièrement des hommes politiques qui demandent la révision de ça, qui souvent font ça à des moments où il y a des crimes horribles qui ne peuvent pas nous laisser indemnes. On comprend qu'il y a des demandes de révision de ça. Moi, je ne change pas d'avis, mais c'est quand même un débat que j'ai avec moi-même régulièrement. Comment Robert Badinter a-t-il réagi à cette chanson, L'assassin assassiné? Il m'a envoyé une lettre, qui était une très belle lettre, où il me disait que la chanson avait fait plus pour la cause que, je ne sais plus ce qu'il disait, 20 conférences et 32 discours. Enfin. Et on en arrive à ce 9 octobre 1981. Peu de temps après ce procès de Norbert Garceau, en définitive, la peine de mort est alors officiellement abolie. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites « Ah, j'y suis un peu pour quelque chose » ? Oh non, c'est pas... Non, je me suis pas dit ça. Par contre, quand j'ai vu la campagne, pendant la campagne électorale, je me souviens très très bien où j'étais. Le soir où Mitterrand, pendant la campagne, me semble-t-il, c'était dans les derniers jours, quand il a dit, Mitterrand, qu'il allait abolir la peine de mort s'il était élu, alors qu'il y avait ce sondage qui était sorti, je me suis fait cette drôle de réflexion. Je me suis dit, là, il est en train de gagner. Pourquoi? Parce que c'était un truc de conviction. Une intime conviction. Une intime conviction contre une majorité, dans la majorité du pays. Je me suis dit, c'est gonflé de dire ça, mais ça prouve que c'est une vraie conviction. Et je sais pas, je me suis dit, il est en train de gagner là ce soir. Et vous ne savez pas expliquer pourquoi vous vous êtes dit cela? Parce que ça allait à rebours, encore une fois, de ce que pensait une majorité, de ce que voulait une majorité de Oui, mais je crois que Français. Les peuples demandent ça aussi. Ils demandent aux hommes politiques d'avoir des convictions. Est-ce que vous souhaitez que Robert Badinter, mort hier à l'âge de 95 ans, entre au Panthéon? Je pense qu'il aurait tout à fait sa place là, parce que ça a été un grand écrivain, un grand avocat. On parle de la peine de mort, certes, mais il y a d'autres choses qui sont très importantes. La dépénalisation de l'homosexualité. Dont il a soutenu la proposition de loi, effectivement. Oui. Donc, je pense que... Et puis, de par son histoire personnelle, qui rappelle l'histoire, qui est intimement liée à l'histoire de l'Europe, vous savez, et du monde d'ailleurs, j'avais vu
bien après ça, une émission formidable qui lui ressemblait, je trouve, tout à fait, qui était une émission sur sa vie, son enfance. On entendait sa voix et on ne voyait que des photos, c'est tout. Et ça racontait de façon extraordinaire sa vie, ses parents juifs réfugiés, son père qui empêchait qu'on parle français à la maison parce qu'on devait... je me souviens d'ailleurs, son père qui avait rencontré sa mère, si je me souviens bien, au bal biélorusse de Paris. Son père qui était un étudiant brillant dans un collège du Tsar et que le directeur de l'école avait fait venir et on lui dit « Tu as les meilleures notes, mais tu ne seras ni premier, ni deuxième, tu ne seras que troisième parce que tu es juif. » Toute cette histoire-là, c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'Europe, et il est aussi représentatif de ça. Il est un acteur essentiel de l'histoire de la France, de notre pays. De sa démocratie. Aujourd'hui, Julien Clerc, quel combat vous semble essentiel en 2024? Des combats de société, sûrement. Lesquels? Très certainement l'écologie. Très certainement. Le combat des femmes est en train de se faire sous nos yeux tout seul, donc ça, on le voit et c'est très bien. Mais l'écologie, oui, faire plus attention à la planète, ça c'est très certain. Merci Julien Clerc. Et puis, pardon, non, je vous en prie. Pardonnez-moi. Et puis, vraisemblablement, essayer de détendre une société qui est très violente, quand même. Le vivre ensemble, voilà, c'est ça, les combats. Merci, Julien Clerc. Merci beaucoup. D'avoir accepté l'invitation de Week-end 3D sur BFM TV pour rendre hommage à Robert Badinter. Je remercie bien sûr également Maître Catala, confrère de Badinter. Merci infiniment à vous également d'avoir été en direct avec nous ce soir.